5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de voisins en Afrique. En 2050, nous serons 2 milliards 500 millions habitants. Une perspective qui inquiète certains démographes et de plus en plus d'hommes politiques quand on sait que la croissance démographique appelle des politiques publiques plus coûteuses. Des préoccupations naissent. Comment nourrir, soigner et donner du travail à cette population? Faut-il mettre un frein à cette croissance exponentielle? Et si oui, de quelle façon? Au Bénin, par exemple, le gouvernement appelle à une procréation responsable. Les membres du gouvernement étaient même en séminaire ce mardi pour plancher sur la question, en attendant bien sûr les assises nationales prévues pour le mois de septembre. C'est donc le premier acte officiel entrant dans le cadre de cette question sur laquelle la voix de chaque Béninois va compter. Et bien sûr, ici en plateau, on en parle. Et cela fait maintenant 2 semaines que le tout nouveau président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, a décidé de supprimer la subvention du carburant au Nigeria. Depuis, cette mesure a une forte répercussion sur la vente du carburant de contrebande au Bénin. Le coût a connu une hausse vertigineuse, 750 francs CFA, voire même 800 parfois. Conséquence, les consommateurs prennent sur les stations-service dont le prix est fixé à 650 francs CFA. Là encore, le produit n'est pas toujours disponible. Conséquence, il faut défier le crépuscule pour être parmi les premiers servis. L'essence est devenue une denrée difficile à trouver. Entre spéculation dans l'informel et difficile accès dans les stations-service, c'est un chemin de croix dont on parle ce matin sur la matinale. Autour de la table, 2 francs par le Landry Ouetton. Bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond. Comment allez-vous? On pète la forme. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. En face de vous, mon confrère de ETélé, Théodule Onsa. Bonjour et bienvenue Théodule. Oui, bonjour Raymond. Bonjour téléspectateurs. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci de me rejoindre sur la matinale. Merci beaucoup. Alors, Landry Ouetton, depuis l'annonce de la tenue donc, des États généraux sur la démographie et le développement prévu donc, du 5 au 7 septembre 2023, le premier acte entrant dans le cadre préparatif de ces assises est intervenu hier. Il s'agit donc du séminaire gouvernemental du sujet qui a mobilisé autour du chef de l'État, Patrice Talon, les acteurs donc, du gouvernement. Organiser des États généraux sur la démographie et le développement, est-ce que cela doit-il être la priorité du Bénin en ce moment, quand on sait qu'il y a d'autres urgences qui devraient inquiéter la nation? Oui, merci beaucoup Raymond. Et vous savez, c'est pas facile de se retrouver à la place de ceux qui doivent répondre aux questions, alors qu'on en a l'habitude de poser des questions. Voilà, donc pour faire beaucoup plus sérieux, est-ce qu'aujourd'hui la question, la problématique de la procréation responsable, je préfère utiliser encore ce thème que de parler de limitation de naissance, parce que ça fait, pour moi, ça fait un peu titique. Et les Béninois n'aiment pas trop qu'on leur parle de leur sexualité. Et donc, la procréation responsable, je trouve que le thème est approprié pour parler, pour ouvrir le débat, ouvrir un pan sur cette problématique. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité? Et je vous dirais que c'est une grosse priorité. Grosse priorité parce que oui, les Béninois se disent on a d'autres choses qui nous tracassent, la vie quotidienne, la santé, l'éducation des enfants, l'eau potable et puis les infrastructures. Oui, tout ça. Des projets sociaux, les 5 besoins fondamentaux, ce sont des questions majeures. Mais l'homme est au cœur de tous ces projets. Et ne l'oublions pas. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme analyste politique. J'en suis, je reconnais, j'accepte. Mais au-delà de ça, j'ai aussi une étoffe de socio-anthropologue. Et quand je vous parle de socio-anthropologue, c'est l'homme au cœur de la société. Aujourd'hui, on ne peut pas bâtir tous ces projets sociaux, on ne peut pas bâtir l'avenir sans parler de cette explosion démographique qui aujourd'hui devient une problématique majeure. Oui, c'est vrai, on va dire, on a besoin que les enfants aillent à l'école, on a besoin de se soigner, mais lorsque vous ne prévoyez pas tout cela, aujourd'hui, je vais faire peut-être un peu plus court pour vous dire, savez-vous à combien
était le pain, la baguette de pain lorsque nous on était gamins. Je ne sais pas si vous avez vécu au Bénin avec nous. Je ne sais pas. Rassurez-vous, tenez-vous tranquille. Je suis né grand, j'ai grandi au Bénin. Bon, merci. Et donc, en notre période, puisque nous sommes transgénérationnels, en notre période, la baguette de pain était à 35 francs. Personne ne me dira le contraire. Le paquet de sucre était à 125, je suppose. Peut-être que le confrère Théodule est un peu plus avancé que nous et qu'en leur temps, c'était moins cher. Oui, c'était un peu moins cher. Mais aujourd'hui, pour faire beaucoup plus sérieux, aujourd'hui, lorsque vous avez 2 enfants, aujourd'hui, c'est déjà pas facile à les nourrir. Lorsque vous en avez 3, 4, 5, et lorsque les ressources s'amenuisent, parce qu'il faut oser le dire, les ressources qui doivent permettre à la planification, ces ressources ne sont pas aussi extensibles que ça. Alors que vous et moi, nous avions la latitude de procréer, de faire autant d'enfants que nous voulons. Mais l'impact est que, est-ce que tous ces projets dont rêvent ces pays qui s'émancipent aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à penser développement, à passer planification, alors que nous n'avions pas forcément la ressource? Donc, un peu pour vous dire, c'est une priorité et je m'incline devant l'intelligence du chef de l'État à vouloir ouvrir le débat aujourd'hui sur ces questions qui semblent être tabous, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la question de la procréation, la question de l'explosion démographique est une question essentielle et primordiale parce que si nous ne faisons pas attention, cela reste quand même une bombe sur notre tête. D'accord. Alors, Théodule, on sait depuis que ce projet-là a commencé par s'aimer dans l'opinion, on sent comme une levée de bouclier, on sent une forme de scepticisme, on sent une volonté manifeste de vouloir dit non à ce projet du gouvernement, parce qu'on a tôt fait de parler de limitation de naissance. D'aucuns estiment que nous ne sommes pas nombreux et que d'ailleurs, voilà, on n'a pas à limiter on n'a pas à faire de procréation responsable, on peut faire autant d'enfants qu'on veut, et que le Bénin n'est d'ailleurs pas aussi peuplé que ça de toute façon. Donc on laisse les gens faire des enfants à volo. C'est ce que pense la majorité des Béninois. Non, mais certains Béninois. Certains Béninois. Merci, Yaman. Au fait, c'est tellement sérieux ce problème, je dirais, ce sujet auquel le gouvernement invite tout le monde. Alors, vous savez, quand on parle, tout à l'heure, Landry a touché du doigt l'essentiel en parlant de planification. C'est-à-dire, quand nous procréons, nous parlons des préoccupations des populations, la construction des écoles, les infrastructures, la santé, etc., l'éducation, tout ceci passe forcément par une planification. Et un gouvernement responsable, tout gouvernement qui aspire à une évolution doit pouvoir maîtriser, faire quelque chose pour pouvoir maîtriser la démographie, la poussée démographique, qui a une question transversale avec le développement. Donc, je crois que nous devons y aller. Et ceux qui pensent, et ça, ce sont les courants idéologiques, philosophiques, religieux qui pensent qu'il faut faire attention, ne pas aller à une procréation responsable. Vous savez, c'est une question de planification dans l'ensemble. Ce que nous faisons aujourd'hui, vous et moi, vous savez, nous sommes forcément venus par quelqu'un. Nous avons eu droit à la vie grâce à nos parents, à un père et à une mère. Et nous aussi, nous en avons donné. Nous avons nos épouses, nous avons nos enfants. Alors, tout ça rentre dans une planification sur laquelle nous devons véritablement travailler et inviter, et comme le gouvernement l'a fait, éviter toutes les sensibilités, les forces vives de la nation pour qu'ils s'asseyent, pour qu'on réfléchisse avec des propositions, voir qu'est-ce que notre pays, qu'est-ce que nous voulons pour notre population d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que ce que nous devons être, ce que nous voulons que notre pays soit d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est aujourd'hui que nous planifions. Et c'est à cela qu'on est en train que le gouvernement invite tout le monde. Est-ce qu'il y a urgence? Il y a véritablement urgence. Parce que quand vous observez aujourd'hui, Herman, vous observez la sortie de dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires, vous voyez cette flopée, ce nombre important. Je dirais, d'enfants, de nos frères et sœurs qui sortent
ça devait donner à réfléchir. Vous allez au niveau des collèges d'enseignement généraux, vous avez à réfléchir. Vous allez au niveau des universités, qu'elles soient privées ou publiques, vous voyez le flot, c'est comment gérer tout ça. Est-ce que autant que nous sommes avec les efforts que fait le gouvernement aujourd'hui, qui sont des efforts louables, appréciables déjà, est-ce que nous pouvons parvenir à planifier, à faire des projections à l'avenir par rapport à tout ça. Donc, moi, j'estime que ce sont des exigences, parce que ce que nous devons, nous voulons être demain, ça se prépare aujourd'hui, ça se planifie aujourd'hui, et c'est à cela, je pense que le gouvernement est en train de travailler avec ce séminaire qui donne un avant-goût de ce qui va se passer en septembre par rapport aux assises. Alors, Landry, est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour le gouvernement de mobiliser des forces vives de la nation autour de cette préoccupation? Oui, c'est important parce que lorsqu'on parle de la procréation responsable, lorsqu'on parle de l'explosion démographique, il n'y a pas que les ministres qui font d'enfants, il n'y a pas que le chef de l'État qui fait des enfants, il n'y a pas que les gens des institutions. C'est une question nationale. Et ce débat doit être un débat inclusif. Et vous et nous devrions participer à ce débat. Aujourd'hui, c'est déjà louable que le gouvernement ait pris la décision de faire des états généraux sur la démographie dans notre pays. Et donc, du coup, nous sommes invités à participer à ce débat. Il y aura des assises dans les départements. Toutes les forces vives de la nation seront conviées à ces états généraux pour venir dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement propose, venons, allons lui dire, nous ne sommes pas d'accord, mais décider de ne pas participer à ces états généraux, je crois que c'est laisser le champ libre au gouvernement de pouvoir décider, parce qu'en d'autres circonstances, on ne veut pas stigmatiser des pays. Il y a des pays qui ont pris ces résolutions ou des mesures coercitives en dehors même de ces assises et qui ont dû les plaquer, impacter la population. Laissez-moi vous dire, c'est peut-être parce que nous sommes en train de parler, les gens n'arrivent pas à cerner l'importance de ces assises-là aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous allez sur les chiffres, savez-vous que le Bénin est dans le top 10 mondial des plus forts taux de fécondité au monde? Ah ouais, oui, je vous le dis. Et la femme béninoise fait 5,1 enfants. C'est ce que les chiffres nous disent. En 2021, lorsque nous avons consulté les chiffres sur les plateformes, en 2021, le Bénin était dans le top 10. Alors que le Nigeria, qui fait environ aujourd'hui 220 millions d'habitants, le pays le plus peuplé d'Afrique, a 5,3 en taux de fécondité. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, c'est important. C'est très important lorsque vous voyez un peu la courbe entre 1979 et 2023, je crois, nous sommes passés à un taux de 179% de fécondité. C'est énorme comparativement à des pays comme l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, qui avaient le même chiffre. Démographique, on était autour de 3,3 millions en 1979. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions, contrairement à ces pays qui n'ont eu qu'un taux de 35%, 40%. Nous sommes à 179%. Je crois que c'est des chiffres. Est-ce que la poussée démographique ne peut peut-être pas être perçue également comme une force économique? Oui. Un pays qui aspire au développement ne peut-il ou doit-il, ne devrait-il d'ailleurs pas s'appuyer sur sa poussée démographique? Oui, écoutez, ce qui peut être un atout de développement pour d'autres pays ne peut ne pas l'être pour d'autres pays. J'y arrive. Et laissez-moi vous dire, nous n'avions pas la même civilisation, nous n'avions pas la même histoire. Chaque pays avait son histoire, chaque continent avec son histoire. Laissez-moi vous dire, lorsque nous rentrons dans les schèmes sociologiques, on nous parle de la modernisation, de l'occidentalisation. Aujourd'hui, la société africaine s'est désagrégée totalement. On s'est déshumanisé. Hier, l'enfant de votre frère pouvait venir chez vous. La tante qui est au village pouvait vous envoyer des provisions. Aujourd'hui, nous vivons en vase clos. C'est une famille mononucléaire, chacun est là. Et donc, du coup, lorsque vous n'avez plus l'accompagnement de la communauté et que vous devrez vivre seul dans votre bulle, et c'est pas facile pour vous. Déjà, lorsque vous avez 2 enfants, je l'ai dit tout à l'heure, que vous devrez en avoir 4. Et que les ressources sont les mêmes,
comprenez que vous avez des difficultés. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage à nos enfants? Parce que c'est ça, en fait, l'objectif majeur, la problématique majeure. Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, oui, il y en a qui disent qu'il y a des pays comme le Rwanda. Ok, d'accord, je ne suis pas contre ce fait-là. Mais lorsque vous ne faites pas de la bonne planification et que les ressources que vous avez, même si vous avez du pétrole, ça finira par s'amenuiser. Voilà. Et donc, du coup, lorsque vous ne faites pas la bonne planification, dans 50 ans, vous allez vous retrouver à la rue avec ce fort taux de démographie. Donc, je crois que l'objectif, c'est d'abord d'aller à ces assises, discuter, trouver des solutions et pour ne pas laisser le gouvernement décider. Justement, parlant de ces assises nationales, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question-là. Certaines personnes pensent que, justement, c'est une démarche du gouvernement qui vise peut-être à légitimer en douce, on va dire, une forme de limitation de naissance et que finalement, la population n'aura qu'un petit avis consultatif et qu'en réalité, tout le reste se décidera voilà, en haut là-bas, comme on le dit. Je l'ai dit tantôt, Herman, c'est cette, je dirais, cette information, c'est une déformation de la réalité que certains courants religieux, philosophiques essayent de distiller au sein de la population pour ne pas... parce que, vous savez, en Afrique, l'enfant est sacré. En Afrique, on dit l'enfant est très sacré. Il faut en procréer parce que c'est Dieu qui a donné. Mais c'est Dieu qui a donné. Il faut planifier tout ça. Vous allez voir aujourd'hui qu'est-ce que ces enfants. Il y en a qui font des enfants parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Il y en a qui le font dans une forme très limitée, peut-être 1, 2, 3, et il y en a qui ne s'arrêtent pas. Alors, il va falloir leur expliquer. Il va falloir leur expliquer qu'ils viennent avec des idées et leur expliquer d'abord qu'est-ce que nous voulons faire. Ce que vous êtes en train de faire, vous qui avez peut-être 4, 5 enfants, pourquoi vous êtes allé à ce point? On se souvient, nos parents, on allait jusqu'à 12, 10, une dizaine, 15. Il n'y a de richesse que d'hommes. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Il faut planifier. Il faut tout planifier. Et donc, il faut que les nôtres comprennent que c'est une assise participative où tout le monde est invité, que vous soyez ouvrier, que vous soyez artisan, intellectuel et tous ceux qui sont, surtout dans les coins reculés, parce qu'aujourd'hui, quand on observe, on prend du recul. Et je crois que c'est à cela, c'est pour cela que le gouvernement a décidé de ces assises. Vous allez voir que c'est surtout dans les coins reculés que tout se fait. Vous allez, par exemple, dans les centres de santé où on parle des cas sociaux, des gens qui ont eu des femmes qui ont donné naissance à des enfants mais qui n'ont aucune assistance, qui n'arrivent pas à payer, même les frais de sortie. Donc moi je pense que c'est une question très importante. Il faudrait qu'on continue d'expliquer aux nôtres qu'il ne s'agit pas là d'une limitation de naissance, non. Il s'agit d'une limitation responsable, mais avant d'en arriver, chacun viendra avec ses propositions, ses arguments, des propositions concrètes pour permettre aux assises, pour permettre à tous ceux qui sont au gouvernement, je dirais, qui a fait cette projection, d'avoir une idée claire, de faire des projections, de planifier tout ce que nous aurons fait pour qu'on... parce que n'oubliez pas, nos ressources ne sont pas extensibles. Vous prenez quelqu'un qui peut, en l'espace de 2 ans, 3 ans, peut faire 2 enfants, 4 ans, 2 enfants, mais c'est pas sûr que ses revenus, ses ressources soit sensible en 4 ans là, c'est-à-dire il n'aura pas certainement pas d'augmentation de ressources alors qu'il a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Oui, et là je récupère la question autrement. Lorsque vous demandez est-ce que ce n'est pas non, pas moi. Certaines personnes, il y en a beaucoup de personnes nourrissent, les gens nourrissent beaucoup de fantasmes au sujet justement de cette démarche. Ils estiment que c'est peut-être une forme de légitimation, d'un passage en force du gouvernement pour imposer une idée déjà préconçue et qu'en réalité, le côté consultatif du peuple ne serait que pur fait valoir. D'accord. Qu'est-ce qui obligerait le gouvernement à passer aux États généraux? Qu'est-ce qui les oblige? Si on ne veut pas faire le débat, qu'est-ce qui les oblige à aller aux États généraux sur la démographie? Donc je crois que c'est une certaine ouverture. Peut-être parce que c'est un sujet sensible. Oui, justement, c'est parce que c'est sensible que nous devrons participer à ce débat. Si on nous donne l'opportunité de participer à ce débat, moi j'aurais bien voulu être
Et j'espère que je pourrai y être. D'accord. Qu'est-ce qui oblige le gouvernement à accepter les états généraux si le gouvernement a la possibilité de pouvoir décider en vase clos ce qui va se faire? Donc je crois que c'est une vue de l'esprit que de penser que le gouvernement veut faire passer à la dose. Oui, le Béninois est tellement sceptique. Et même quand il s'agit de votre comment dirais-je, de votre personne, on veut parler de nous. On veut décider de ce que nous allons faire. Et on se refuse d'aller à ces états généraux. Je crois que tous ces courants, tout à l'heure on va le dire, je crois que tous ces courants, on les connaît, c'est les groupes de pression, c'est les courants idéologiques, philosophiques et tout le reste. Il ne faut pas empêcher les enfants de faire des enfants. Oui, d'accord, Dieu vous a donné la possibilité de procréer, mais Dieu ne vous a pas demandé de procréer pour que les enfants vivent dans la misère. C'est ça, en fait, le problème. On se dit, ben oui, il y en a même, c'est une aberration, et qui disent même que on projette de faire des enfants et on se dit, c'est-à-dire qu'on prévoit même faire des enfants pour la mort. C'est-à-dire que, mais et si entre-temps la mort ne venait pas, c'est que ces enfants-là deviennent des charges pour vous d'une façon ou d'une autre. Et pour la République. Et pour la République, puisque lorsqu'on doit donner de l'eau potable, on ne va pas en donner à X citoyens, ne pas en donner à Y citoyens. Et c'est beaucoup d'argent. Lorsque savez-vous combien d'enfants sont impactés par le programme de la cantine scolaire? Des enfants à qui on donne à manger parce que les parents n'ont pas les moyens de leur donner à manger un repas chaud par jour à ces enfants. Le projet H. Vous savez combien de personnes ça a impacté? Le programme microcrédit à l'AFIA. Combien de femmes doivent avoir ces crédits pour pouvoir nourrir des enfants parce que les moyens s'amenuisent? Je crois que l'un dans l'autre, et au-delà de ça, même cette explosion démographique a un impact sur l'environnement. Osons le dire. Le confrère Théodule l'a dit tout à l'heure. Oui, allez dans les coins reculés, même pas reculer. À 10 minutes d'ici, allez vers vos Sakodi. Allez voir dans les bas-fonds ceux qui vivent dans ces bas-fonds-là. Et du coup, on se dit, je vis à Cotonou. Parce que on veut vivre à Cotonou et pourtant on a des enfants, on en fait beaucoup parce qu'il n'y a pas de distraction outre. La femme est devenue un peu comme sous l'orage de Maman Tédé, c'est devenu comme un vélo. Quand on vient du champ où on va prendre son habillante griffe, on vient, on pédale la femme, ça fait des enfants et puis on est là. Du coup, on empêche. Dans les périodes d'inondation, on empêche l'eau de circuler parce qu'on s'est installé dans le lit des eaux. Et celui qui a décidé de se faire un petit ménage, peut-être à Sainte-Rita, est obligé de recueillir l'eau. Et donc, du coup, même cette explosion démographique a un impact sur l'environnement, oui ou non. Donc, je crois qu'il faut qu'on en arrive à ce type de démonstration, à ce type d'analyse et d'argument pour convaincre de ce que lorsque j'en fais 2, et que vous en faites 4, et que nous avons les mêmes ressources, vos enfants n'ont pas la même chance de réussir que mes enfants. Ouais, parce que là, je vais investir sur mes enfants à des proportions égales. Vous ne pouvez pas faire ce que moi, je pourrais faire à mes enfants. Est-ce que Théodule, on a aujourd'hui une population suffisamment prête pour, je veux dire, avoir la répartie, justement, la répartie dans la réflexion et se dire, comme vous êtes en train de le faire là sur le plateau, qu'il y a peut-être de la pertinence dans, je veux dire, la réflexion du gouvernement et qu'il faut pouvoir, justement, accompagner le mouvement. Est-ce que vous pensez que la population pourrait-elle adhérer? Oui, si, parce que c'est déjà l'exercice que nous faisons ici. Oui, si on leur explique, on les amène à comprendre la pertinence de cette décision du gouvernement. Parce que quoi qu'on dise, nous devons savoir ce que nous devons être demain, ce que nous voulons faire. Beaucoup produisent des enfants sans trop comprendre, sans trop savoir pourquoi ils le font. Parce que peut-être, et Landry l'a dit tout à l'heure, Dieu leur a donné la chance de procréer. Mais oui, Dieu a donné la chance de procréer. Mais dans quelle limite? Dans quelle proportion? Comment est-ce que nous devons le faire? Où est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons pour ces enfants-là? Et donc si, avant les assises de septembre, on s'applique à le leur expliquer dans toutes les langues et aller dans les cours reculés, comprendre, même au niveau des confessions religieuses où on dit Dieu qui donne l'enfant, Dieu n'a pas demandé de limiter les naissances, mais attention, ce qui se passe ailleurs ne se passe pas aujourd'hui. Au Bénin, on appelle les mêmes réalités. Donc, c'est une question de sensibilisation continue, Eman, que nous devons faire que de façon quotidienne pour que les populations comprennent la pertinence de cette décision du gouvernement, qui est
de planifier ce que nous faisons, ce que chacun peut-être fait sans trop savoir comprendre. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit de la procréation, de la naissance des enfants à mettre au monde que ça devient un sujet à polémique, ce qui ne devrait pas l'être. D'accord. Alors, Landry, il y a des démographes, des économistes, des spécialistes mieux avertis, mieux outillés que nous, qui estiment que pour le moment, au regard des indicateurs, que cela n'a pas forcément lieu d'être, que ça ne devrait pas être une priorité. Il y a ce courant de pensée aussi qu'il faut prendre en compte. Ce sont des scientifiques qui se basent peut-être sur des données scientifiques, des statistiques, sur la data pour éventuellement faire avoir ce genre de réflexion. Donc, où est-ce qu'on met cette catégorie de personnes? Ouais, je voudrais leur retourner peut-être la question pour qu'ils aillent réajuster leur note sur leur thèse. Oui, d'accord, nous ne sommes pas aussi peuplés que ça pour que cela soit une priorité. De quelles ressources dispose le Bénin pour que dans 50 ans, les Béninois continuent d'espérer cette prospérité partagée? Oui, si on peut déjà trouver une solution à cela, je m'accorderai sur leur thèse. Mais lorsque on l'a dit sur ce plateau, vous n'avez pas de ressources extensibles et que vous vous donnez la possibilité de procréer comme vous voulez, nous allons nous retrouver demain sans même le minimum de ressources. Et du coup, on va en arriver à des conflits pour d'abord occuper des terres. Ça a commencé déjà, tout ce qu'il y a autour de l'espace que nous occupons aujourd'hui. On va vous dire, oui, il y a des terres arables, il y a des terres ceci, il y a des terres... D'accord. Et c'est parce que nous ne voulons pas en arriver là qu'aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme. Et je crois que le gouvernement a compris et que c'est important parce que ce qu'on est en train de faire, le gouvernement n'a pas la science infuse. Et donc, le gouvernement va partir. Un gouvernement va venir demain. Un autre gouvernement va venir après-demain. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de la projection et c'est de la planification. Dans 30 ans, dans 50 ans, de quelles ressources disposons-nous pour contenir cette explosion démographique? Cette dynamique démographique aujourd'hui devrait être une problématique majeure. Et comme l'a dit le confrère, c'est une question transversale. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez parler de rien, de rien sans y apporter, sans y intégrer cette notion de poussée démographique, de maîtrise de la population. Parce que quand on dit maîtrise, les gens se disent, ben ouais, pourquoi? C'est parce qu'ils sont riches, ils veulent vivre comme les Occidentaux. C'est parce que les Occidentaux ont compris. Et il y en a qui ont compris qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants parce que les charges sont toujours là. Mais nous, on est toujours dans cette bulle-là. On se dit, oui, c'est les enfants. Il n'y a de richesse que d'hommes. J'ai lu ce document du président Adrien Mbedji. Il avait écrit un livre sur ça, un peu pour dire, lorsque nous sommes nombreux, oui, on peut participer. Oui, d'accord. Mais lorsque vous en faites et que ces enfants ne sont pas productifs, en quoi la production nationale va augmenter? Parce qu'on en retrouve aujourd'hui, lorsque j'ai suivi tout à l'heure, excusez-moi, on parle du phénomène de Gaiman, c'est aussi ça. Lorsque vous faites des enfants, vous ne pouvez pas vous en occuper, vous ne donnez pas la bonne éducation, vous ne les orientez pas, vous les laissez à la nature, à la société qui en fait ce qu'elle veut. D'autres vous diront que le vice est dans toutes les communautés. De toutes les façons, il faut savoir que nous sommes tous les acteurs de la dynamique de la population et donc nous devons faire de cette projection que fait le gouvernement par rapport à la procréation responsable notre chose et amener nos parents, nous-mêmes à chaque niveau. D'accord. À ce niveau, excuse-moi Eman, je prends pas ta place, mais Théodule, il est goût, il n'a qu'à passer un message en goût, si vous le permettez, pour ceux qui peuvent comprendre. Pour l'instant, on n'est pas encore aux assises nationales. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de débats. Il y aura beaucoup de débats autour de ce sujet-là, parce que c'est un sujet hautement important, hautement sensible. Et donc, toutes les sensibilités doivent pouvoir s'exprimer, toutes les opinions doivent pouvoir être véhiculées pour qu'ensemble, on puisse trouver le meilleur moyen, le mécanisme qu'il faut et qui sera adapté, donc justement, à notre pays, à notre économie, pour que chacun puisse en tirer profit. Allez, messieurs, on va fermer cette page liée à la procréation responsable et ses premiers actes officiels du gouvernement pour ouvrir le chapitre lié à la question du carburant de contrebande dont le prix à la hausse inquiète véritablement, mon cher Landry Oeton, depuis que le président Ahmed Bola Tinubu a fermé le robinet de la subvention du côté du Nigeria. Eh bien, on le ressent ici, ce qui confirme une fois encore la thèse tant véhiculée selon laquelle, quand ça tousse au Nigeria, une partie du Bénin est grippée. Ouais.
c'est vrai que quand ça touche au Nigeria, on semble être grippé. Je le dis, on semble être grippé parce que le Nigeria a fermé unilatéralement ses frontières pendant un an ou deux ans. On n'a pas pour autant suffoqué. On a tenu la baraque et il faudra remercier l'intelligence de ce gouvernement qui, à ma foi, trouve toujours des solutions. Oui, c'est vrai, le Nigeria. Mais lorsqu'on rentre dans cette histoire du pétrole, excusez-moi, moi j'ai fait une petite thèse sur le pétrole sur notre côte. Oui, le pétrole nigérien n'est pas différent du pétrole. Le Bénin n'a-t-il pas du pétrole? Bon, je sais, ça c'est une question. Je laisse à ceux qui sont des spécialistes d'en parler. Mais aujourd'hui, oui, vous tiquez. Je peux vous le dire. Maire, ça c'est pas à l'ordre du jour. Lorsque nous parlons du Nigeria qui ferme ou qui ferme le robinet de la subvention du pétrole, je dis, n'est-ce pas un acte politique? J'ai lu encore hier qu'il maintient. Oui, mais souvenez-vous, lorsqu'on remonte un peu le temps, tous les présidents qui sont passés avant Tinubu ont eu la même réaction. Ah ouais, souvenez-vous, tous les présidents qui sont passés avant Tinubu ont eu la même réaction d'arrêter la subvention, mais avec les groupes, je ne dirais pas les groupes armés, avec les groupes de pression, je dirais comme ça. J'ose croire que Ahmed Bola Tinubu est reconnu pour être un réformateur. Un réformateur, lorsque vous touchez des intérêts, qu'est-ce qui aujourd'hui ébranle le delta du Niger? Dans l'état du Nigeria, lorsque vous prenez tout cela, depuis un certain temps, on n'entend plus parler du MEND, le mouvement d'émancipation du delta du Niger. Qu'est-ce qui fait la source même de ce combat-là? N'est-ce pas le pétrole? Tout cela aujourd'hui, on nous dira que tous ceux-là aujourd'hui, combattants du MEND, sont versés dans Boko Haram. Ça devient un mouvement politico-religieux. On n'en parle pas sur ce plateau. Mais je dis, avec la pression de ces groupes-là, si Tinubu veut continuer à tenir dur, je ne voudrais pas. Alors, la question aujourd'hui est, est-ce qu'il faut continuer justement par dépendre, je veux dire, des orientations économico-politiques d'un pays voisin? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une orientation politico-économique intérieure à un pays, mais qui a des répercussions sur son voisin d'à côté qu'est le Bénin. Théoriquement, que le Nigeria subventionne ou non le carburant, en temps normal, le Bénin ne devrait pas s'en préoccuper. Mais on s'en préoccupe aujourd'hui parce que la suppression de cette subvention-là a créé une spéculation sur le marché béninois, une augmentation des prix du carburant de contrebande, quoique le prix à la station reste de 650 francs CFA. Aujourd'hui, le prix chez les vendeurs d'essence de contrebande est à 750 voire parfois même 800 francs. Et on voit et on se rend compte que le payeur, comme on l'appelle communément, a toujours été à la remorque, à la rescousse des stations-service, et que la hausse des prix aujourd'hui met à nu quand même une forme de difficulté qu'on est en train d'observer. Oui, malheureusement, c'est ce que nous constatons, nous constatons tous et que nous déplorons. Ce qui se passe de l'autre côté du Nigeria, moi je dis juste un mot là-dessus, le nouveau président Ahmed Bola Tinubu est dans le système depuis très longtemps. Il sait ce que c'est, il sait pourquoi il est allé, puisqu'il a annoncé pendant la campagne, il sait pourquoi il a coupé la subvention, il a supprimé la subvention. Ce que moi je demanderais, c'est qu'il y ait suffisamment, que la politique d'approvisionnement de nos stations au Bénin soit vraiment revue. Je suis venu ici ce matin de PK10, ça c'est juste un exemple que je donne, de PK10 jusqu'ici, jusqu'en ville, après le pont, aucune station n'est disponible. Il n'y a pas d'essence, aucune station ne fonctionne. Et là encore, il faut subir l'état d'âme, les émotions de ces agents. L'essence n'existe pas et je suis obligé de prendre l'essence au bord de la voie à 700 francs, ce qui n'est pas normal. Et donc, moi, je pense que le Nigeria a sa politique interne. Nous avons notre politique interne aussi au Bénin. L'essentiel, c'est de tout faire pour qu'il y ait de l'essence dans les stations-service pour que tout soit clos. Parce que, vous le savez, à peine vous faites le rang, vous allez dans une station, il n'y en a pas, vous allez plus loin, vous faites le rang, vous prenez, mais 3 heures de temps après,
vous revenez à la même station, il n'y a plus d'essence. Je crois que c'est un problème. C'est vrai, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait plusieurs essences, beaucoup de stations, services dans le pays. C'est déjà un exploit, contrairement à ce que nous avons vécu par le passé. Mais l'autre chose, avec la situation au Nigeria, il faut qu'il y ait de l'essence suffisamment dans les stations. Alors, pourquoi est-ce que la contrebande résiste? C'est parce qu'on n'a pas encore fermé véritablement les vannes. Vous les voyez la nuit. C'est vrai que ça fait... Est-ce qu'en l'état, le Bénin peut se permettre le luxe de fermer les vannes quand on sait que, justement, en termes d'autosuffisance au niveau des stations-service, on n'a pas éventuellement atteint... il n'y a peut-être pas de chiffres officiels, mais de statistiques, mais je dirais qu'on n'est pas encore en mesure d'assurer la demande, la forte demande des populations. Oui, qui ferme les vannes, le Bénin ou le Nigeria, d'une façon ou d'une autre, l'un dans l'autre. Je vous dirais qu'au-delà des frontières visibles, officielles que nous connaissons, laissez-moi vous dire qu'il y a près de 400 points d'entrée avec le Nigeria qui ne sont pas contrôlés. C'est par là que l'essence vient. Et donc, c'est pour ça que je dis, je reste sceptique sur cette décision. Oui, c'est vrai, il faut qu'on réfléchisse. Et tout cela est dans la planification. Pour que nous soyons indépendants sur le plan énergétique, ce n'est pas seulement le courant, même le fuel que nous devons utiliser pour nous déplacer, il faudra qu'on réfléchisse à trouver des solutions. Théodule l'a dit tout à l'heure, beaucoup de stations d'essence et faire en sorte à ce que, parce que nous avions vu la lutte contre le paillot dans ce pays, tout ce que cela a créé, maintenant il faudra aller avec une autre version de cette lutte-là. Et donc, du coup, je me dis, cette situation, elle est difficile à gérer, mais je crois que nous devrons pouvoir réfléchir autrement à partir de cette situation. Et je sais que les membres du gouvernement savent réfléchir sur ce type de questions pour le mieux-être de la population. Il faut désormais se lever très tôt et faire un rang aux stations-service pour disposer de l'essence. Que vous inspire la crise du carburant dans notre pays? Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amégan. Bonjour à tous et bonjour à toute votre question du jour, très inspirée à faire réagir donc les internautes sur la toile, que ce soit sur Facebook et sur Twitter. Les avis sont partagés. Pour certains, il n'y a même pas de crise du carburant dans notre pays. Pour d'autres, il faudrait que l'État et aussi le secteur bancaire soutiennent les promoteurs pour avoir plus de stations-service dans le pays. Et puis, pour d'autres, en termes d'analyse, c'est que nous sommes tous fautifs dans ce qui se passe, parce que pendant longtemps, on a préféré utiliser l'essence de contrebande que d'aller à la pompe. Et aujourd'hui, on se retrouve face à la réalité qui est celle d'aujourd'hui. On va voir donc les avis sur les réseaux sociaux. Je commence avec Jean Kokou Zounon qui s'interroge. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est sur le qui-vive. Cela devrait arriver un jour et tout le monde est donc fautif. Pendant longtemps, nous avons ignoré les stations-service. Nous devons donc garder patience, faire avec et cesser d'accuser les autorités qui n'ont jamais cessé donc d'attirer notre attention sur notre mauvaise habitude qui consiste à préférer l'essence de contrebande à celle donc de la pompe, écrit donc cet internaute. Moïse Assoclé sur la page Facebook de 5 sur 7 matin nous dit que la crise du carburant dans notre pays n'est pas une nouvelle situation pour les Béninois. Cependant, cela reste très contraignant. Donc, il faut que nos dirigeants repensent ce secteur pour donc diminuer la peine des populations. Voilà donc l'avis de Moïse Assoclé. Autre commentaire, toujours sur Facebook, Hervé Kinsou nous écrit: je pense au prime abord qu'en dehors des stations-service créées un peu partout dans nos grandes villes, il faut également promouvoir la création des mini-stations. Secondo, que les stations existantes disposent de plusieurs véhicules d'approvisionnement afin qu'ils n'attendent pas nécessairement que ce qui est à la pompe finisse à bord avant de lancer un autre approvisionnement. Et il faut que les banques accompagnent également les promoteurs de ce secteur des hydrocarbures. Voilà donc les suggestions de Hervé Kinsou. Maxime Achissou a également laissé un avis sur la question du jour. Selon lui, ce problème est un problème géostratégique. Il va falloir croiser les doigts pour que les rapports de force tournent en faveur de notre
de notre nation, écrit cet internaute qui dit aussi que la crise vient donner une leçon aux gouvernants que lorsqu'on a des ressources, il faut les exploiter. Pour ceux qui doutaient de l'utilité de la moto électrique, ils peuvent donc maintenant déduire de bonnes conclusions, signale Maxime Arkissou. On n'a pas cité de nom d'entreprise, donc ça peut aller. Carlos Dankbesso dit la suppression des subventions du carburant de l'État fédéral du Nigeria a créé d'énormes dégâts au niveau des pays frontaliers et c'est le calvaire chez nous au Bénin. Les stations dont nous disposons n'arrivent pas à satisfaire la demande et nous demandons donc l'implication de nos dirigeants pour qu'ils nous aident à régler cette crise. Maurice Koumassa dit cette crise du carburant nous révèle et révèle également à l'État béninois que les promoteurs des stations-service ne sont pas réellement prêts dans la fourniture des produits pétroliers, notamment l'essence. Sinon, comment comprendre cette triste réalité au niveau des structures détentrices de l'agrément pour la fourniture de l'essence et autres à la population? Les réformes rupturiennes ont-elles oublié ce secteur très important dans notre pays? S'interroge Maurice Koumassa. On va terminer avec le commentaire de Séraphin Gbadessi. Il a écrit sur Twitter en disant ceci: la crise du carburant au Bénin est une réalité incontestable suite à la décision de sa non-subvention par le président nouvellement élu au Nigeria. Pour moi, c'est une alerte donc pour les pays frontaliers du Nigeria. Je compte beaucoup sur le savoir-faire du président Patrice Talon pour apporter une solution appropriée à cette problématique. Comme vous pouvez le constater, les avis sont nombreux, divers et aussi partagés. Merci beaucoup Maurice Tantan pour ces avis relayés, ces avis rassemblés. Au plaisir de vous retrouver très très prochainement par ici. En effet. Et merci également à vous, monsieur, cher, très très cher franc-parleur. Voilà, il arrive. Landry Ouetton, merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, Théodule. Oui, merci, Amand. On espère vous retrouver bientôt sur 5 sur 7 matin. Pourquoi pas, disponible. Encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Blaise Adanko, la revue de presse de Marcel Arcossi. À tout de suite dans une petite minute pour retrouver Blaise Adanko et les informations sportives.